Un carrefour comme un autre sur la bande de Gaza. D'un côté du carrefour, une colonie israélienne, Netzarim. De l'autre, un camp de réfugiés palestiniens, Nuseirat. Après les accords d'Oslo, Gaza passe sous le contrôle de l'autorité palestinienne. En septembre 2000, lorsqu'éclate la deuxième intifada, le carrefour où se trouve une base militaire israélienne devient un véritable champ de bataille. Ces décombres, c'est le résultat de 9 jours de combats enragés où des milliers de Palestiniens s'affrontèrent à la base militaire de Netzarim. Plus de 1000 personnes vivaient autour du carrefour. Ici, des Palestiniens et des Israéliens sont morts en s'opposant. Ce film raconte leur histoire. J'ai connu David à Jérusalem. Nous étions sous les drapeaux dans la même unité depuis 11 mois quand il a été tué. Nous avons fait nos classes ensemble, on faisait des entraînements intensifs ensemble, on suivait des cours d'explosifs et nous étions ensemble à Netzarim. J'ai filmé à Netzarim 2 semaines avant qu'il soit tué. J'avais apporté une caméra et je filmais tout le temps. Sa personnalité sortait vraiment du lot, ça se voit sur la cassette. Il avait un charisme tranquille, il n'avait jamais besoin d'élever la voix. Quand il parlait, tout le monde l'écoutait. C'était un gars comme ça. Baga baga balam. Shlomi et moi, nous revenons à Netzarim 1 an et demi après la fin de notre service. 2 ans et demi après la mort de David. C'est la première fois, ça fait bizarre. Mais bon, on revient. Justement, la nuit dernière, ils ont tué 4 terroristes au carrefour. C'était vraiment le moment de revenir ici. Ça rappelle de ses souvenirs. La responsabilité de notre unité, c'était d'escorter les habitants de la colonie de Netzarim jusqu'au travail ou à l'école. Nous faisions des trajets de 5 à 7 minutes aller-retour pour que leur vie se passe normalement. Encore que attendre une escorte de jeep militaire pour quitter sa maison, c'est pas vraiment une vie normale. L'attaque, c'était où? Celle de David? Pas encore, c'est plus loin. Tu étais déjà revenu? Non, je ne m'y retrouve plus du tout. L'armée a détruit tout ce qu'il y avait ici. Attendez, ici il y avait des maisons blanches, tout un quartier. Ouais, il y avait des maisons blanches ici. Ils ont effacé tout le quartier ou quoi? Il n'y a plus rien maintenant. C'était plein de maisons, de vergers, d'orangeries à droite, à gauche de la voiture. Tout a été détruit. Celui qui arriverait ici pour la première fois, à Netzarim, tout ce qu'il voit, c'est du sable et de la terre. Il ne peut pas imaginer ce qu'il y avait ici, avant.
Depuis qu'il est mort, il reste toujours présent à votre esprit. Il est présent dans mon esprit partout où je vais. C'était moi qui lui donnais à manger, qui lui achetais ses vêtements. Tout ce qu'il voulait, je lui donnais. 2 semaines avant qu'il meure, il m'a dit qu'il voulait des vêtements. Et 2 semaines après, le jour où il est allé à Dieu, il les portait. Il s'est réveillé le matin. Il a pris sa douche. Il a prié. Et puis ensuite, il a dit à sa sœur, « Regarde la télévision tout à l'heure. Je sors et bientôt je serai auprès de Dieu. » أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص. Avant qu'il meure, il m'est arrivé de dire à ma mère « Je voudrais tant que tu sois la mère d'un martyr, fille ou garçon. » Je plaisantais et je lui disais « Pourquoi je n'irais pas à Netzarim pour donner ma vie à Dieu là-bas ?» Elle riait et me répondait « Vas-y, et si la mort ne veut pas de toi, reviens à la maison. » Telle a été la volonté de Dieu. Un jour ou 2 plus tard, mon frère est mort en martyr. Que Dieu soit miséricordieux et donne force à ma mère. C'est la chambre de David. Nous n'avons rien changé depuis la dernière fois qu'il a été ici. Une fois par semaine, Anna change les draps. Nous allons certainement laisser la chambre comme elle est. On ne sait jamais, mais je pense que nous n'aurons jamais le cœur de changer quoi que ce soit ici. Ma grand-mère est morte quand David avait 3-4 ans. Comme tout petit enfant qui entend parler de la mort pour la première fois, il posait des questions et il avait peur. Il courait vers sa mère en pleurant. Il disait qu'il avait peur de mourir. Il disait qu'il ne voulait pas aller à l'armée. Alors nous avons souri. Je l'ai assis à mes côtés et je lui ai dit « Écoute David, quand tu seras grand, il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura peut-être même plus d'armée. Je m'en souviens très bien. » Vous le pensiez ? De tout mon cœur. Je ne lui ai pas dit cela seulement pour le calmer. Je le pensais réellement. Je ne m'explique pas bien pourquoi nous avons choisi d'aller dans une unité de combat. Il n'y a pas de vraie raison. C'est pas par amour des armes. Ça m'est venu de l'enfance où je baignais dans toute cette imagerie. C'était évident qu'en fin de compte, on finirait par être soldat. Soldat dans une unité de combat. C'est à cause des copains ou à cause de tout ce que tu entends chez toi. C'est pas qu'ils t'injectent ça dans les veines, mais enfin, ça paraît évident. C'est comme s'il était attendu de toi que tu donnes le meilleur de toi-même.
On est nourri des histoires des aînés qui ont été avant nous dans des unités de combat. Et puis il y a toutes ces histoires de camaraderie, les activités intéressantes, la satisfaction. Mais au lycée, vous faisiez des vidéos anti-guerre. Il y avait le processus de paix. Je ne comprends toujours pas votre choix d'aller dans une unité de combat. Ça n'a rien à voir. Les négociations politiques, c'est autre chose que de décider d'aller dans une unité de combat ou pas. Tant qu'il y aura besoin d'unités de combat, c'est pas une question de politique. C'est un mois après le début du service militaire, le jour où les parents sont invités. Vous êtes tous venus? Oui, ma mère, mon père et moi. Au début, j'ai ressenti beaucoup de colère. De la colère à cause de ce qui s'était passé. Je ne supportais pas la façon dont David a été tué. Il a vraiment été tué pour rien. J'étais en colère contre ma famille. Comment est-ce que mes parents ont pu élever leur enfant de cette manière? Et on en est arrivé là finalement. Comment vous voyez les choses avec le recul? C'est très dur. C'est impossible aujourd'hui de dire si c'était à refaire, qu'aurais-je fait? C'est évident que si vous dites à des parents, si votre fils fait le choix d'aller dans les commandos, il ne reviendra pas, je serais prêt à faire n'importe quoi pour que David revienne même 1 heure seulement, rien que pour être avec lui 1 heure de plus. Le chemin que David a choisi s'est imposé à nous tout naturellement. Nous avons respecté ses choix et nous les avons acceptés. Nous l'avons même soutenu, sans doute. Nous sommes réfugiés du village de Yemna, en Palestine. Quand nous sommes arrivés ici, j'avais 40 jours. Toute notre enfance, on nous a parlé de Yemna. Fami, vous avez transmis à Fami toutes les histoires que vos parents vous avaient racontées. Oui, nous avions l'habitude de nous asseoir ensemble, en groupe, comme nous faisons maintenant, pour écouter les histoires du vieux pays. Nous aimions beaucoup ça. Dans le temps, à Yemna, vous aviez quoi? Tu peux leur dire. Ce qu'il y avait là-bas, tu peux leur dire. Des orangers, tout. Yemna, c'est où? Yemna, c'est ce qu'il y a sur cette carte. C'est pour nous souvenir que nous la gardons, cette carte. Les maisons là-bas, nous ne pourrons jamais les oublier. Jamais. Comment on pourrait oublier la maison où on a vécu? On ne peut pas. Ça, c'est l'endroit où habitait le grand-père de ses enfants. La maison de Abou Amoné, c'est là? Oui, c'est ça. C'est celle d'Abdallah Abou Amoné. C'est comme ça que Fami a appris? Oui, tout le monde apprend. Tous nos gosses demandent où est notre maison? Où est la maison de notre famille? Où est la maison où habitait notre grand-père à Yemna? Je veux savoir tout ça. Et ils demandent aussi pourquoi on est des réfugiés. Pourquoi c'est les Nations Unies qui s'occupent de nous et pas un gouvernement de la Palestine? En réalité, on nous a expulsés et nous voulons revenir chez nous. Pourquoi Fami est-il mort? Pour sa terre natale, pour son village de Yemna, pour Yemna.
عشان بلده يبنى. Nos enfants héritent de nos souffrances. Nous souffrons depuis plus de 100 ans. Monsieur Jamil, pensez-vous que famille est morte pour Nuseirat dans la lutte contre la colonie israélienne ou pour Yemna? Nous considérons Nuseirat, Gaza et toute la Palestine comme notre terre. De Nakura au nord jusqu'à Rafah au sud, de la mer à la rivière, tout cela c'est la Palestine. Nous ne renoncerons pas à un seul grain de sable de cette terre. Pas un. Nous ne renoncerons à aucun morceau de la Palestine. Pour nous, la colonisation de la terre d'Israël est une obligation. Ce qui fonde notre rapport à la terre, ce n'est pas les Nations Unies, mais la Bible. Et l'installation au cœur de la bande de Gaza, parmi la population arabe, a une importance immense. La ville de Gaza est au nord. Au sud, c'est le camp de réfugiés de Nuseirat. Et là, c'est le quartier nord de Nuseirat, où vivent les officiers de la police palestinienne. Nous tentons de survivre ici en faisant vivre cette colonie. Elle a été établie sous le gouvernement de gauche de Golda Meir. Elle avait compris l'importance de s'installer ici et de tenir. Regarde le nombre de tanks. David et toi, on ne peut pas dire que vous étiez en accord idéologique avec cet endroit. Et pourtant, vous n'avez jamais refusé d'y servir. Comment tu expliques ça? Entre nous, nous étions tous d'accord, y compris ceux qui pensaient que nous n'avions rien à faire ici. Aussi longtemps qu'il y a des habitants israéliens ici, aussi longtemps qu'on est dans l'armée, le combat nous appelle et nous sommes des combattants. Ça ne se discutait pas. On était assis tous ensemble et j'étais en train de filmer. David était assis avec une cigarette et je lui ai demandé « Qu'est-ce qu'on fait ici ?» David est mort ici et pourtant il pensait qu'on n'avait rien à faire ici. Ça fait drôle de penser à ça. Il disait toujours « Qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que les colons font ici ?» Mais il ne se posait pas de questions. Il était dans l'armée, donc son devoir c'était d'être là, et si la responsabilité de l'unité c'était de les protéger, alors il fallait les protéger. Mais maintenant que tu as quitté l'armée, que penses-tu de votre service ici? Ça me semble fou. Et les types ici ne comprennent pas que c'est fou. Ils le comprendront dans pas longtemps. Moi non plus, je le comprenais pas quand j'étais ici. Cet endroit n'a pas de sens. Je suis désolé. Bien obligé de dire quelque chose de politique, j'ai pas le choix. Ça n'a pas de sens d'être ici. On va pas se lancer dans un débat, mais enfin, tous les types ici, ils sont là sans raison.
Nous avons passé notre enfance ici, famille et moi. Nous avons appris la vie ensemble. À l'école, nous étions toujours ensemble dans la même classe. Partout, nous étions ensemble. Il n'y avait pas beaucoup d'endroits pour jouer. On pouvait jouer à l'orangerie, il y avait la mer, il y avait le lit sec de la rivière. C'est là que nous libérions notre énergie. Mais quand il y avait des couvre-feux, nous étions coincés, nous avions peur, nous restions ici. Notre génération a grandi avec la première intifada. Autour de 85, nous avions 11 ans. Nous n'allions plus à l'école. Très souvent, il n'y avait pas classe. Nous n'avons pas eu une éducation correcte. En un mois, nous avions à peine 10 jours d'école et les 20 jours qui restaient, c'était le couvre-feu. Il y avait beaucoup d'incidents? Oui, il y avait des incidents tout le temps. Il n'y avait rien de très organisé. Il y avait des incidents tous les jours. On jetait des pierres. C'était un soulèvement populaire. On lançait des pierres, des soldats couraient après nous, ils tiraient sur les gens qui ripostaient avec des pierres. Je me souviens que Fahmi, lui, il lançait des oranges pas mûres parce qu'elles étaient dures comme des pierres. Je me pose une question depuis un moment. Quand vous parlez à un jeune homme comme Fahmi et que vous lui parlez d'Yebna, qui est comme un rêve, et du paradis qui est aussi comme un rêve, vu que le présent est insupportable, est-ce que cela ne rend pas le présent plus insupportable encore pour les jeunes d'ici? Oui. Pour nous, le passé, les souvenirs, c'est la misère. C'est sur l'avenir que nous pouvons compter. Mais l'avenir ne sera meilleur qu'une fois l'occupation terminée. Pas avant. Écoutez, quand vous pensez au père de famille, à son grand-père, le passé est marqué par la misère. Et le présent aussi. Notre espoir, c'est que le futur sera meilleur. David était mobilisé pendant la période euphorique d'Oslo. On allait signer des accords avec les Palestiniens. On nous racontait que la seule chose qui manquait, c'était de se mettre d'accord sur le drapeau qui devrait flotter au-dessus du mont du Temple. Est-ce que ce serait le drapeau israélien? On nous disait que c'était tout ce qui restait à discuter. Pour le reste, l'accord était trouvé. Même David disait qu'à l'armée, il n'y avait pas d'action. Tout était ennuyeux. Il fallait s'occuper d'escorter les colons ou des choses de ce genre. Mais il n'y avait pas d'action. Manque de chance, quand l'action a commencé, David en a été la première victime. Quand on fréquente la mort, il y a toujours de l'humour noir.
Il y en avait beaucoup chez nous. Je me souviens, un jour nous étions dans notre baraquement et je filmais. David a fait comme s'il avait une communication téléphonique avec Dieu. Allô, אלוהים. כן, דמי רישום. אני יודע שאני מציג לך, מה לעשות? התקשרתי היום, אתה מזכירה. כן, קח אותי, אתה חייב, קח אותי. קח אותי. ג'רב, יש לך טלפון, ג'רב. יש לך טלפון. הלו. הלו. כן, המלאך גבריאל. מה המצב, אחי? אני יודע, תגיד לי, מתי אתה בא לקחת כולנו? היום בליוויים? 2 semaines après, il était mort, ça reste en moi et ça passe pas. Il était 20h15. David et moi, on devait escorter des colons de la frontière jusqu'à Netzarim. On est sorti pour s'organiser en convoi, une jeep devant, une jeep derrière. Je suis entré dans la colonie à 21h30 avec un convoi. Tout d'un coup, tout près du carrefour de Netzarim, au bord de la route, il y a eu une explosion. Il y avait une grande flamme. À peu près à 50 mètres d'ici, c'est là que David a été tué. Il y a eu une explosion. David est sorti de la Jeep. C'était son boulot de vérifier que personne n'était blessé. Sa responsabilité, c'était de s'occuper de la sécurité des colons. J'ai vu un colon abasourdi, perdu, qui courait dans tous les sens. Je l'ai attrapé et je l'ai installé dans ma Jeep. Et alors que j'étais en train de monter dans ma Jeep, j'ai entendu une deuxième explosion. Autour de minuit, on a entendu frapper à la porte. J'ai demandé qui c'était. Ils ont dit « c'est l'armée ». Donc nous avons ouvert la porte et ils nous ont dit que David était grièvement blessé. J'ai eu peur de demander comment. Je n'ai même pas envisagé que ce pouvait être au combat, parce que c'était un moment très calme et paisible. David, il est mort quand? Il n'était pas réellement mort tant que nous étions là. Nous avons dû lui dire au revoir. Il est mort plus tard. Ils ont dû le débrancher. Il n'y avait plus rien à faire pour lui. Nous lui avons dit adieu. Ils l'ont débranché et c'était fini.
L'explosion a eu lieu le mercredi et le vendredi, Ariel Sharon visitait le mont du Temple. Le monde entier considère que la détérioration de la situation dans le pays a commencé avec la visite d'Ariel Sharon. Mais pour nous, ceux du groupe de David, ça a commencé avec sa mort. Nous étions chez nous à faire le deuil de David depuis 2 jours quand on nous a rappelés. Nous savions qu'au carrefour, c'était vraiment le chaos. Des manifestations, des tirs, la route était fermée et ils nous ont transportés en hélicoptère. Nous avons compris que ce qui se passait là-bas, c'était sérieux. Vous, en tant que mère, vous ne pouviez pas lui dire « ne va pas là où ils sont en train de se battre ». On ne peut pas contrôler des jeunes. Vous savez, famille est aussi grand que la porte. Et puis, il peut toujours dire qu'il n'y va pas. Mais ensuite, qu'est-ce qui l'empêche de retrouver ses amis au carrefour? En tout cas, moi je ne savais pas qu'il allait là-bas. Ici, c'était la base militaire. Et ça, c'était 2 immeubles d'habitation. De partout, il arrivait des centaines de types et ils ont commencé à acheter des pierres sur le poste. À mon avis, ils étaient des milliers. On n'avait jamais vu ça. Il y avait bien eu des événements avant, mais pas de cette ampleur. Le toit était en tôle ondulée. Le bruit des pierres sur le toit, ça nous rendait complètement fous. Pourquoi avez-vous filmé ce jour-là et où étiez-vous? J'étais au balcon, chez moi. Les événements avaient commencé plus tôt le matin. Alors j'ai pris la caméra et puis j'ai filmé. Nous habitions à cet étage, ici. Et puis on nous a obligés à partir. Nous avions tous des enfants, mais ma famille était sûrement la moins nombreuse. Certaines familles avaient au moins 5, 6, 7, 8 enfants, dont beaucoup ont été traumatisés. Il y a des familles qui souffrent de dépression depuis qu'elles ont été exposées aux coups de feu intensifs. Pourquoi habitiez-vous dans cet immeuble près de Netzarim? C'est la maison que nous avions trouvée. Quel mal vous voyez à ça? Vous ne saviez pas que c'était dangereux? Nous ne pouvions pas imaginer que le danger en arriverait à ce point. Nous étions bien. C'était un appartement tout neuf, avec des meubles neufs, une décoration toute neuve. C'était l'appartement que nous avions voulu toute notre vie. Cet appartement nous était très cher. Je me suis assise en pensant que ça se calmerait en quelques heures, comme d'habitude. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait des jeunes qui forçaient la porte de l'immeuble. Il y avait des femmes et des enfants qui tentaient de les empêcher d'entrer. Mais les jeunes criaient et ils disaient
Mon père est un shahid, un martyr. Mon frère est un martyr. Mon cousin est un martyr. Ils avaient la passion et la ferveur de la jeunesse. On ne pouvait pas les arrêter. Si on vous l'avait dit qu'il était là où on se battait, qu'auriez-vous fait? J'aurais couru après lui et je l'aurais retenu. Est-ce que je peux accepter que mon seul fils meure? Est-ce que je peux vouloir que mon fils unique meure? Je n'ai que lui et Dieu. Je ne peux pas arrêter la volonté de Dieu. Il y avait 2 bâtiments. J'ai vu des jeunes sur le toit, alors je suis monté moi aussi. Nous n'avions que des pierres dans les mains. Nous en avons fait une provision et nous cherchions à les lancer sur le poste militaire. Nous avions 2 points faibles, les immeubles et l'usine qui surplombaient la base. Ils tiraient sur nous. Nous étions totalement encerclés, sauf peut-être un petit morceau de terrain du côté de la colonie de Netzarim. Finalement, au bout du 3e jour, et après beaucoup d'efforts pour convaincre nos supérieurs, l'armée a envoyé un hélicoptère. Elle a donné son accord pour tirer un missile contre les immeubles. Une heure, peut-être 1h30 plus tard, 2 avions sont arrivés. Ils ont commencé à tirer. À ce moment-là, Fahmi a été touché à la tête. Les jeunes ont pris le corps. Le cerveau s'était détaché du crâne. Le crâne était comme une coquille vide. On voyait 2 morceaux du cerveau de Fahmi. Nous avons descendu les escaliers en criant. C'était vraiment une situation atroce. Je n'arrive pas à trouver mes mots. Celui qui tenait le cerveau, il s'est évanoui sous le choc. La férocité de ce qu'ont fait les Israéliens, ça a eu un effet terrible sur nos vies et sur nos valeurs. Jamais un Palestinien n'aurait tiré sur un colon, et même sur un soldat, avec une férocité pareille. Ce qui me fait peur aujourd'hui, pour vous parler franchement, c'est l'assèchement des sentiments en réaction à la férocité des attaques israéliennes. Je suis rentrée et ils m'ont dit qu'il était mort en martyr. Les gens se groupaient tout autour de moi. Les femmes m'ont fait asseoir dans ce coin-là. Et j'ai vu que Fahmi était étendue près de moi.
Son visage rayonnait d'une lumière dorée. J'ai dit, béni soit le prophète, ceci est famille. Quand ma mère s'est agrippée à moi, je lui ai dit, ne t'inquiète pas, j'ai encore toute ma tête. Et alors, béni soit le prophète. J'ai vu, je l'ai vu, famille, je l'ai vu de mes yeux vus, monter lentement au ciel. Son visage rayonnait, il souriait, il allait au paradis. En le regardant, on voyait distinctement une lumière qui brillait et jaillissait de son visage. Je suis allé travailler cette nuit-là et j'ai fait mon travail. Mais c'était vraiment dur. Vraiment dur. Le troisième jour, je suis retourné sur les lieux pour me souvenir. Parce que j'avais l'impression que c'était comme un rêve. Un cauchemar. Les jours qui ont suivi la mort de David, tout le monde était ici. Les amis venaient, ils s'asseyaient dans la chambre de David, auprès de mes parents. La maison était remplie de gens. Ensuite, ils ont commencé à venir moins nombreux, mais Elad, lui, il était tout le temps ici. Elad, c'était un ami proche de David. Il avait perdu son frère, Amir Hirchenson, quelques années avant, à la suite d'un attentat suicide à Letlit. אמיר הירשנזון. Je les ai toujours connus amis. Je savais que David aimait beaucoup Elad et parlait de lui avec beaucoup d'estime. Ces images viennent d'un voyage qu'ils ont fait ensemble, 5 mois avant que David ne soit tué. C'est seulement au moment de l'armée qu'ils ont été séparés. Jusqu'à l'armée, ils faisaient tout ensemble. Le 28 septembre 2000, au début de la nouvelle intifada, le premier soldat israélien qui est tombé, ça a été David Biri. Elad m'a appelé et j'ai entendu un cri déchirant au téléphone. « Papa !» Un cri qui vous prend aux tripes. Elad savait déjà ce que c'est que de perdre quelqu'un. Et maintenant, c'était son meilleur ami qu'il perdait. Pour lui, David, c'était comme un frère. מה שזה באמת זה החדר, זה כל המקומות שהיינו באמת
מקומות שבאמת, שדוד זה באמת כאילו זה מה שאיפה שאנחנו עשינו קטעים ביחד, איפה שעשינו צחוקים, את הקירות שצבענו ביחד. Au bout de 3 semaines, il n'en pouvait plus. Il a laissé une lettre où il disait qu'il ne pouvait plus supporter sa peine, qu'il n'y avait aucune consolation possible, que cette vie n'avait aucun sens. Et ensuite, il en a fini avec sa vie. Quand je vais au cimetière du Mont Herzl, je vois ces rangées de tombes qui ne cessent de s'allonger. Je vois des emplacements vides ici et là, et je me dis quelle est l'andouille qui ne sait pas qu'il a sa place déjà prête ici pour lui. Il vit parmi nous, sa famille est heureuse pour lui, mais il a déjà sa place prête ici pour lui. Je ne voulais pas croire que cette andouille, ce serait moi, et que la mort viendrait à nouveau nous faire signe chez moi. C'est un coup terrible. Je me suis même senti coupable parce que la mort de David avait entraîné celle de Elad. C'est une histoire qui symbolise une absurdité dont on ne sait pas sortir. Un cercle vicieux d'attaques meurtrières et puis des représailles. La même terre que l'on se dispute. Et des familles entières qui sont détruites. Comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? C'est ici que Fahmi avait l'habitude de s'asseoir. Tu as de la chance d'avoir un frère au ciel qui veille sur toi. Si seulement je pouvais devenir moi aussi une martyre et suivre ses pas. Quand il y a un martyr dans la famille, c'est toute la famille qui souffre. Mais c'est un martyr, c'est un martyr. Peu importe si nous souffrons, il est en vie avec nous. Nous l'avons perdu, mais il est aimé de Dieu qui l'a pris auprès de lui. C'était écrit, c'est notre destin d'avoir des martyrs, des shahids dans la famille. Tel est le jugement de Dieu. C'est notre destin. Mais tu n'aurais pas préféré qu'il reste en vie? Mais il est vivant, il est vivant. Comme il est écrit dans le Coran, ne dites pas que ceux qui trouvent la mort dans la voie du Seigneur sont morts. Ils sont en vie auprès de lui. Ils sont heureux. Fahmi est toujours vivant. המזדר יציג את נשקו. אציג, שק. מזדר יבוא לנוח, עמוד נוח. אל מלא רחמים.
Ces cérémonies, elles sont faites pour nous droguer, pour droguer la société. Les gens voient l'honneur dû aux soldats et ils envoient leurs enfants à l'armée. Mais ce qui se passe, c'est qu'on prend nos gosses et on en fait des meurtriers. C'est comme si c'était un acte important et héroïque. Il y a un autre choix. Des pays qui s'entendent après s'être battus pendant longtemps, ça existe. Il y a un autre choix. Il n'y a rien d'héroïque dans la mort de ton enfant. Il n'y a pas d'honneur qui tienne. En fin de compte, on reste seul avec son deuil, sa peine, son chagrin, sans pouvoir se consoler. Rien ne peut justifier la mort d'un enfant, pas même le salut du pays. Rien. Moi, je préférerais vivre en Ouganda si ça pouvait sauver la vie de mon fils. L'expression nationale et tout ça, je n'en ai rien à fiche. J'aurais tout donné, tout. On peut me dépouiller de tout, tout pour pouvoir embrasser encore une fois Amir et Elad. On peut me dépouiller de tout. Nous sommes des êtres humains, et au moins nous avons une conscience. Mais les Israéliens n'ont pas de conscience. Mais eux aussi ont des enfants. Ils ont des enfants et des jeunes qui meurent. Je ne sais pas. Il y a des jeunes Israéliens qui meurent aussi. Mais partout, il y a des jeunes qui meurent. Comme nous sommes en train de mourir. Alors, quelle est la solution? Demande à Sharon. Moi, je ne connais pas la solution. Nous voulons vivre en paix et en sécurité. Je suis sûre que les Israéliens veulent la même chose. Mais si ça continue comme ça, il n'y aura plus de vie. La vie sera détruite. Il ne restera plus un seul jeune en vie. Nous sommes dans une terre où il devrait être interdit d'élever des enfants. Il y a des dirigeants irresponsables des deux côtés, du nôtre et du côté palestinien. C'est la responsabilité des dirigeants de chaque camp de mettre fin au conflit. Il faut être deux pour danser le tango. Pourtant, ces dirigeants ne veulent pas comprendre ce qu'ils font à leur peuple. Ils imaginent qu'ils gagneront à continuer dans la voie qu'ils ont tracée. Mais entre-temps, ils nous laissent nous étriper et nous saigner les uns les autres. Ils auraient les moyens de mettre fin au conflit, mais ils n'ont pas le courage de le faire. Comment on évite d'être attaqué? On empêche les gens de s'approcher de la route. On détruit leurs champs. Les propriétaires des champs ne sont pas ceux qui nous ont attaqués, alors on détruit aussi les maisons près des champs, au cas où il y aurait eu des tirs venant de ces maisons. Et celui dont la maison a été détruite, il commence à nous attaquer. C'est un cercle vicieux qui ne crée que de la haine et de l'horreur. Quand nous sommes arrivés à Netzarim, c'était très beau. Quand nous en sommes partis, il ne restait plus rien.